Et là, cette carte montre très bien que, vu qu'on a créé ces grandes zones interdites, la population a été évacuée dans des milliers de camps de regroupement. Et l'armée française appelait ces camps de regroupement centres de regroupement. Je dis bien que le mot camp et le mot concentration n'étaient pas utilisés, étaient vraiment interdits. On appelait des camps des centres, mais je démontre que ce sont vraiment des camps. Et ce déracinement de la population rurale en Algérie a des séquelles jusqu'à aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission En Esprit, qui est une émission du média Parole d'Honneur, qui est un média autonome, issu des luttes antiracistes et décoloniales. Un média d'ailleurs que vous pouvez soutenir financièrement, puisque l'autonomie a aussi un coût. Et donc pour cette émission, je reçois Samia Eni, qui est historienne et théoricienne de l'architecture et maîtresse de conférences à l'université de Cornell aux États-Unis. Elle publie actuellement en français le livre Architecture de la contre-révolution aux éditions B42, sous-titré L'armée française dans le nord de l'Algérie. Donc Samia, bonjour. Bonjour. Ma première question, elle est assez vaste. Et elle porte sur l'origine de ce livre, qui articule en fait deux concepts dont on pourrait éventuellement, pour des non-spécialistes, penser qu'ils n'ont rien à voir. Donc l'architecture, d'une part, et la contre-révolution. Du coup, ma première question, ça serait qu'apporte à l'historiographie l'analyse des stratégies spatiales de l'armée française en Algérie? Peut-être un petit mot sur le titre. Je considère le mot architecture comme l'art de bâtir, l'art de construire, mais aussi et surtout dans ce cas, l'art de distribuer et contrôler la population, distribuer la population sur un territoire bien précis. Le terme contre-révolution, c'est un terme, surtout dans les années 50, a été utilisé par l'armée française, mais a été utilisé parmi les officiers, parmi certaines personnes des autorités coloniales françaises. Et aujourd'hui, on parle de contre-révolution. Donc je voulais donner vie, ou redonner vie à ce mot contre-révolution, vu qu'on parlait de révolution, donc la révolution algérienne, et donc de contre-révolution, vu qu'il fallait créer, ou disons que l'armée française a créé des stratégies urbaines d'aménagement du territoire et des stratégies architecturales pour justement contrôler cette population et la distribuer d'une façon très stratégique sur ce territoire qui est le territoire de l'Algérie. Le mot guerre, on sait très bien que n'a pas vraiment été utilisé. On parlait et on parle encore aujourd'hui des événements d'Algérie ou des opérations de maintien de l'ordre. Jusqu'à 1999, on ne parlait pas vraiment de guerre. Donc je voulais un peu attirer l'attention sur, bien entendu, guerre, contre-révolution, contre-insurrection, et essayer de créer cette intersection, ce lien entre l'art de bâtir et de distribuer la population sur ce territoire qui répond à une stratégie contre-révolutionnaire. On parlait aussi de guerre psychologique, guerre moderne, guerre subversive, et donc c'est vraiment en réponse à cette guerre-là. Donc la lecture de ce livre, en fait, m'a fait le rapprocher d'autres travaux, parfois de certains géographes, par exemple. Et je pense notamment au géographe, y compris en France, est assez célèbre, David Harvey,
qui est écrit dans Géographie de la domination, ou plutôt dans Géographie de la domination, il rappelle que pour Marx, donc je le cite, le capitalisme se caractérise par un perpétuel effort pour s'affranchir de tous les obstacles spatiaux. Fin de la citation. Et du coup, il y a une contradiction en fait qui apparaît, qui est que l'organisation spatiale, elle sert nécessairement à dépasser l'espace. Pourquoi je dis ça? C'est que, à mon sens, c'est aussi à ça que s'apparentait le colonialisme en Algérie, c'est-à-dire une réorganisation de l'espace, une réorganisation spatiale, dont l'architecture était une composante. Et alors, ce qui est très intéressant dans l'introduction notamment du livre, c'est que vous écrivez que l'influence qu'ont pu avoir ces stratégies de l'armée française sur ce qu'on a appelé plus tard la guerre contre la terreur en Irak ou en Afghanistan. Et il y a un jeune historien américain aussi, Gray Anderson, qui a écrit un livre aux éditions La Fabrique qui s'appelle La guerre civile en France. Et il écrit que les années 50, en France, ont été un âge d'or de la pensée stratégique. Alors, ma question, du coup, c'est est-ce que vous pourriez revenir sur l'importance pour les forces contre-révolutionnaires françaises de la dimension spatiale dans toutes ces réflexions stratégiques? En fait, j'essaie de faire vraiment le lien entre les officiers qui ont travaillé, qui ont servi dans la Deuxième Guerre mondiale, donc les régimes fascistes, comme par exemple le régime de Vichy, après la Première Guerre d'Indochine, après dans la guerre d'Algérie, et puis toute cette accumulation du savoir et des stratégies, des théories, des pratiques ont été vraiment bien sophistiquées et exportées vers les États-Unis. J'essaie de faire ce lien aussi par rapport à ce qui s'est passé avant la Deuxième Guerre mondiale. Par exemple, j'essaie de faire le lien entre les stratégies coloniales ou les guerres de colonisation, donc pendant le 19e siècle, la circulation de ce savoir, donc des colonies, Deuxième Guerre mondiale, et puis leur sophistication pendant la guerre d'Algérie. Je vais vous donner un exemple. Il y a eu même une journaliste française, Marie-Monique Robin, qui a écrit un livre et qui a même interviewé des officiers français qui ont servi pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi, surtout, dans la guerre d'Algérie, et qui vraiment répondent à cette question de l'exportation du savoir militaire vers les États-Unis et surtout vers les Amériques, dans le sens l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. En 1957, pendant la bataille d'Alger, il y a eu une conférence interaméricaine où on discutait des luttes révolutionnaires et des stratégies de contre-révolution. Il y a même eu des figures, des officiers français militaires qui ont même servi pendant et après la guerre en Algérie aux États-Unis. Je vous donne l'exemple de David Galula, qui a été nommé ou qui a travaillé dans un institut de recherche international à Harvard University. Et il a écrit 2 livres en anglais d'abord. Donc les 2 livres qu'il a écrits, ils étaient d'abord en anglais. C'était des livres de stratégie contre-révolutionnaire qu'on appelait aussi à l'époque de pacification. Et je montre bien que ce ne sont pas des stratégies de pacification. Et pacification, ce n'est pas une mise en œuvre de la pacification, c'est vraiment des stratégies de guerre. Et cet échange, on va dire, ou cette circulation très stratégique, mais aussi très planifiée des pratiques, parce qu'il faut savoir que les militaires
d'abord, ils testent, ils pratiquent certaines opérations, certaines mesures, et ensuite ils les théorisent, et ensuite ils écrivent des théories qui deviennent aussi un capital, vu que ces théories sont aussi exportées, dans ce cas-là, vers les États-Unis, vers l'Amérique du Sud aussi, notamment l'Argentine et le Chili. Il y a un exemple assez concret en fait, que vous donnez dans le livre, c'est tout ce qu'on a appelé le zonage du territoire algérien, donc par l'armée française. C'est-à-dire que le territoire algérien était en gros découpé en plusieurs zones, donc les zones opérationnelles, les zones de pacification et les zones interdites. Et je voulais revenir justement sur ces dernières, donc les zones interdites, qui étaient en fait, c'est ce que vous écrivez dans le livre, hein, c'était des secteurs qui devaient être vidés de tout être vivant, y compris les animaux. Et donc qui servaient de zone de tir notamment pour l'armée française. Alors, il y a un premier point qui me semble intéressant et qui fait écho à un livre qui est récemment paru en français sur l'écologie décoloniale. Le premier point intéressant, c'est la perturbation des écosystèmes, en fait, des écosystèmes locaux par ce zonage militaire. C'est-à-dire la place qu'a eu la colonisation française et qu'ont eu les stratégies contre-révolutionnaires françaises dans la perturbation d'écosystèmes du Sud, en fait. Ça, c'est le premier point. Le second point, et c'est là-dessus que je voudrais aussi m'arrêter, c'est les conséquences pour la paysannerie algérienne, bien sûr, qui a du coup été expulsée de ses terres, puisque, par définition, ils ne pouvaient pas être dans ces zones interdites. Du coup, il y a eu la conséquence de ça, c'est qu'il y a eu beaucoup de civils qui ont été regroupés dans des camps, et vous consacrez un chapitre entier à ces camps. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous écrivez, pour reprendre votre terme, que le mot d'ordre des révolutionnaires algériens, c'était dispersion, mais que celui des contre-révolutionnaires français, c'était concentration. Alors, ma question, elle est assez simple, en même temps assez large, c'est quel était l'intérêt stratégique de ces camps pour l'armée française ? Absolument. Dispersion, concentration, ce sont vraiment des mots clés, et il a fallu quand même passer par plusieurs documents pour vraiment comprendre aussi cette stratégie, vu que j'essaye aussi de décoder le langage militaire et de le comprendre, de l'appliquer ou de le théoriser dans une discipline qui est l'histoire de l'architecture. Et disons le goal, l'objectif des camps de regroupement et surtout de ces zones interdites était de séparer la population, ou de bien contrôler la population, c'est-à-dire d'essayer de faire éviter, je n'arrive pas à trouver le mot, comment on dit, diviser la population des révolutionnaires. C'est-à-dire que, vu qu'on est en pleine guerre moderne, ce qu'on appelait guerre moderne, c'est-à-dire que ceux qui combattaient pour la révolution vivaient parmi la population, c'est-à-dire que l'armée française ne pouvait pas distinguer, j'utilise un mot de l'armée, distinguer les ennemis des amis, donc toute la population devenait suspect. Du moment que toute la population devenait suspect, et les zones rurales en Algérie, elles sont très 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 larges, et pour l'armée française, certaines étaient assez isolées, donc ils n'arrivaient vraiment pas à contrôler cette population. Donc on a créé ces zones interdites qui étaient des zones très grandes, disons au niveau de l'échelle, mais aussi quand on a commencé à fermer les frontières entre l'Algérie, la Libye, la Tunisie et le Maroc, on a créé aussi de très très larges, énormes
zones interdites. Et toute la population qui vivait dans ces zones interdites, et il y a même une carte que j'ai, disons, essayé de trouver pendant quelques années, et heureusement qu'il y a eu cette possibilité de trouver cette carte, vu que les cartes dans les archives de l'armée française ne se trouvent pas. Et là, cette carte montre très bien que, vu qu'on a créé ces grandes zones interdites, la population a été évacuée dans des milliers de camps de regroupement. Et l'armée française appelait ces camps de regroupement centres de regroupement. Je dis bien que le mot camp et le mot concentration n'étaient pas utilisés, étaient vraiment interdits. Donc c'est pour ça qu'on a aussi joué sur le langage, ce que aussi Roland Barthes appelle le langage cosmétique, c'est-à-dire on appelait des camps, des centres, mais je démontre que ce sont vraiment des camps. Et ce déracinement de la population rurale en Algérie a des séquelles jusqu'à aujourd'hui, parce que on n'a pas seulement déplacé des populations, on les a encore une fois dépossédées de leurs terres, vu que le colonialisme fait ou pratique ce genre de dépossession. Mais là, on est en colonialisme et en pleine guerre, une guerre très violente. Donc c'est une autre couche de dépossession, de dépossession. Et sincèrement, c'est une histoire très, très, très douloureuse. J'ai essayé, dans le premier chapitre, dévoiler les camps de regroupement, de parler de cette pratique, vu qu'il y a plusieurs historiens, sociologues et anthropologues qui ont parlé des camps de regroupement. Et il y avait presque une entente de dire que les camps ont officiellement commencé dès 1957, et j'ai pu trouver que les camps ont commencé bien avant, mais depuis les premiers jours de la révolution algérienne, donc depuis, disons, après le lendemain du 1er novembre de 1954. Et là, on voit aussi que j'essaie de montrer que l'armée française je ne veux pas dire ne savait pas quoi faire, parce qu'ils savaient très bien quoi faire, mais ne voulait pas nommer ces déplacements, ces zones interdites qui s'appelaient au début des zones d'insécurité. C'était l'insécurité pour l'armée française. Donc on a très vite transformé ces zones d'insécurité en zones interdites. Et quand j'ai vraiment j'apprécie énormément que vous avez gardé le mot animaux, parce que justement dans les documents qui m'ont permis d'écrire ce livre, on a bien précisé que interdite pour tout être vivant. Et donc tout ce qui vivait dans ces zones devait absolument disparaître du jour au lendemain. Bon, pour revenir sur ces camps de concentration français, eh bien, forcément, ça évoque aussi d'autres parties de l'histoire française, et vous y faites référence dans un chapitre d'ailleurs au nom évocateur, qui s'appelle « Le fantôme de Vichy à Constantine ». Et dans ce chapitre, vous soulignez le rôle, ou plutôt la continuité dans le rôle de Maurice Papon. Alors Maurice Papon, qui est connu notamment pour avoir aidé à la déportation de Juifs dans la région de Bordeaux en France, mais qui est aussi connu pour avoir été le préfet de police de Paris pendant les massacres du 17 octobre 61 à Paris. Et donc, ma question c'est celle-là. Est-ce que vous percevez parce que vous avez fait référence à en fait une sorte de continuité historique dans l'histoire française. Est-ce que vous percevez une continuité, je dirais, entre guillemets, au-delà des individus? Parce que forcément, Maurice Papon, c'est très symbolique, le fait qu'il ait toujours des positions de pouvoir après Vichy en France. Et donc, en fait, qu'est-ce que vous entendez par le fantôme de Vichy à Constantine?
Il est très symbolique, absolument, mais aussi ce n'est pas une exception. C'est un nom qu'on peut reconnaître, mais il y a beaucoup de personnes. Pour moi, c'est un paradigme, dans le sens où j'ai utilisé des personnages clés comme ça, et surtout, j'ai essayé de retracer leur biographie et de voir comment ils ont pu accéder à certaines positions malgré leur passé. Et pour moi, ce qui est très intéressant avec le fantôme de Vichy, vu que pendant cette même période, il a reçu une carte de la résistance. Donc, c'est vrai qu'il a été jugé dans les années 90, mais jugé que pour la déportation des Juifs et pas. Et on va peut-être même utiliser le même mot, déportation de la population civile algérienne dans les zones rurales de l'Algérie. Mais ce qui m'intéressait aussi, c'est qu'en revenant ici en France, en étant, ou en, comment on dit, appointed, il a été nommé, en étant, quand il a été nommé comme préfet de police ici à Paris, il a aussi continué certaines pratiques. Et c'est encore une fois contre une population bien définie, c'était contre les Algériens qui vivaient dans les bidonvilles autour des grandes villes de France, et cette population-là a participé aussi à la construction, à la reconstruction de la guerre, à la construction et la reconstruction de la France après la Deuxième Guerre mondiale. Donc cette population-là a fait vraiment partie des 30 glorieuses de la France, qui n'est pas, c'est aussi une population qui n'est pas vraiment reconnue en tant que telle. Donc j'ai essayé de retracer cette biographie, ce mouvement bien sûr de pouvoir, de pratique, de théorie, et surtout de comprendre comment une personne comme lui, mais aussi il y en a d'autres, parce que quand lui il part de l'Algérie, on nomme un autre qui avait aussi, je le cite très rapidement, qui avait aussi un passé très problématique. Donc il y avait vraiment des personnes, il y a encore des personnes vraiment clés dans cette violence, est-ce qu'on peut dire perpétuante? Non, continue. Oui, continue, ouais, violence continue. Pour rester un peu dans le rôle des officiels français, il y a une autre figure qui est, elle, plutôt associée à la résistance, qui est De Gaulle. Et un point qui m'a marqué, notamment parce que c'est quelque chose qui est peut-être moins discuté, c'est le fameux plan de Constantine qui a été présenté par De Gaulle en octobre 1958 et qui a été présenté en fait comme un vaste plan de rénovation. Ce qui est d'ailleurs extrêmement intéressant, parce que souvent quand on parle de rénovation, ça sent jamais vraiment très bon pour les indigènes en fait. Et donc la question là que je poserais, c'est quel était le lien entre ce projet de rénovation, c'est-à-dire la construction de grands ensembles, etc., et l'exploitation du sol et du sous-sol algérien. Parce que dans le livre, il y a une affiche sur l'exploitation du Sahara avec une équation énergie plus matière première égale industrie possible, et suivi de la phrase « ce ne sera plus un désert ». Je trouvais ça assez intéressant en fait de revenir sur le lien entre ce qui apparaît être un plan de rénovation urbaine en fait et l'exploitation du sol et du sous-sol algérien. En fait, dans ce livre-là, je me suis concentrée seulement sur la construction de logements. Donc c'est parmi les vastes programmes et plans, disons, ils ont utilisé vraiment le mot développement socio-économique. Donc c'est le plan de Constantine qui a été lancé en 1958, oui. Et c'était un plan qui devait rénover l'agriculture, l'industrie, enfin tous les secteurs qui auraient dû, si vraiment l'Algérie était un département français, aurait dû être fait bien avant, pas pendant la guerre. Mais je me suis concentrée sur
la construction de logements pour 1 million de personnes. Encore une fois, on est en pleine guerre et De Gaulle, quand il revient au pouvoir en 1958, parce que ici aussi, si on reprend peut-être la guerre civile, le livre que vous avez nommé, donc en 1958, il y a un coup d'État très violent dans le sens où la 4e République tombe. Et là, il y a le retour du sauveur, du général de Gaulle, au pouvoir. Et encore une fois, pour moi, le plan de Constantine est un plan très stratégique. C'est un plan qui va, oui, utiliser le sous-sol, donc le gaz, le pétrole du Sahara, pour utiliser, enfin, il va utiliser une partie pour lancer ce plan de Constantine, donc ce plan de 5 ans de développement socio-économique, mais aussi pour feed, pour alimenter les foyers français en France. Donc c'est vraiment utiliser ces ressources naturelles en Algérie, mais surtout et aussi en France. Ce qui est très intéressant, c'est que ce plan-là, et je pense, et là vraiment j'essaie de le démontrer, c'est pour ça que j'ai un chapitre qui s'appelle le projet colonial du général de Gaulle. Pour moi, ce plan-là essaie de dévier l'objectif ou l'attention de la guerre, non? Au lieu de dire, voilà, il y a une guerre en Algérie, et pour calmer un peu les critiques nationales, mais aussi internationales, il fallait dire que la France est en train d'investir, de créer de l'emploi, d'éduquer les Algériens, de provide. Leur offrir des débouchés, en fait. Exactement, offrir des logements. Donc ce plan-là, encore une fois, était un plan très stratégique. J'ai essayé aussi de démontrer le rapport entre les plans qui ont été proposés en France après la Deuxième Guerre mondiale. Donc on appelait ces plans-là des plans de modernisation. Et donc le rapport entre ces plans-là et les officiers, les gens qui travaillaient pour ce plan-là, par exemple Paul Delouvrier, et ce plan de développement socio-économique, où on retrouve encore une fois Paul Delouvrier en Algérie. Donc c'est lui qui va lancer ou va essayer de mettre en œuvre ce plan de Constantine. Ensuite, ce même personnage revient en France et il lance où il devient le père, disons, des villes nouvelles en France. Donc j'ai essayé de, on va dire, pas vraiment d'étudier, mais d'inviter d'autres chercheurs à étudier ce lien-là, parce que je me suis vraiment concentrée sur comment ce plan de Constantine et surtout la construction de logements pour 1 million de personnes a été mis en œuvre en Algérie. Alors justement, pour rebondir sur la question des logements, de l'habitat, on va revenir aussi au titre donc, qui utilise donc, le terme d'architecture. Bon, ce qu'on connaît peut-être un peu moins, en tout cas à part pour les spécialistes de l'architecture, c'est eh bien, le type d'habitat qui a été développé par l'armée française en Algérie, et notamment il y a quelque chose, il y a un certain type d'habitat auquel vous consacrez auquel vous offrez une certaine place dans le livre, c'est donc l'habitat semi-urbain. Et vous écrivez dans le livre que ce type d'habitat en fait symbolise tout à fait le projet colonial de la France en Algérie. Ce qui me semble assez intéressant, et puis c'est ce qui fait aussi écho au titre du livre, c'est l'influence réelle, et vous l'avez déjà évoqué, mais l'influence réelle et directe d'architectes très connus français, de gros noms de l'architecture,
qui sont connus, je pense, du grand public, comme donc, Marcel Latulière ou Pierre-André Emery, qui lui était l'ancien collaborateur suisse de Le Corbusier. Alors, dans un premier temps, est-ce que vous pourriez rappeler ce que vous entendez par habitat semi-urbain et puis surtout en quoi c'est une catégorie d'habitat qui est intimement liée au projet colonial et puis surtout revenir sur le rôle de ces architectes dans le projet colonial français. Mais c'est assez clé parce que vu qu'il y a eu vraiment cette volonté de dire que, avec le plan de Constantine, voilà, l'Algérie c'est la France et on va vraiment le démontrer encore une fois, que l'Algérie c'est la France. Donc il fallait utiliser certaines typologies qui ont été construites en France après la Deuxième Guerre mondiale. Et là, je démontre que la surface de ces logements était beaucoup plus petite en Algérie qu'en France. Donc je démontre déjà que ce n'est pas vraiment la même chose. Même si on a utilisé par exemple le logement million, il y avait un logement million qui était construit en France, il a été reproposé en Algérie, mais la dimension des logements était beaucoup plus petite. L'accessibilité à certaines amenities, certaines, comment on dit, par exemple l'électricité, l'eau, tout cela, ce sont des ressources, des ressources absolument de base normalement. Dans certains logements, il n'existait pas du tout. Mais ce qui m'a vraiment marqué, vu qu'il y avait des hiérarchies, des niveaux de logement différents, donc le logement le plus bas était le semi-urbain, dans le sens où ce n'est même pas moi qui le nomme, c'est vraiment un logement, une typologie de logement que là on n'est plus dans l'armée française, mais on est dans les autorités civiles coloniales, avaient créé. Donc ce n'est ni urbain ni rural, c'est du semi-rural, semi-urbain. Dans le sens semi-urbain, ça veut dire que c'était des logements extrêmement petits qui ne répondaient pas forcément aux traditions de vie de certaines populations qui vivaient dans les zones rurales. Mais pour moi, ce que j'ai essayé vraiment de démontrer ici, c'est que tout cela fait aussi partie de la architecture de la contre-révolution. C'est-à-dire qu'on a, pour ne pas accepter de voir certaines familles aider ou fournir du matériel ou des informations ou un confort psychologique aux révolutionnaires, il fallait aussi loger ces habitants qui étaient dans des zones rurales. Et c'était un peu similaire, c'était un peu pareil aussi avec le bidonville, ce qu'on appelait le bidonville, dans le sens que pour moi, le bidonville, l'habitat semi-urbain faisait vraiment partie de la même intention, de la même mentalité de contrôle de la population. Ce que j'ai essayé aussi de montrer, c'est qu'on a introduit vraiment un système de dette. Il fallait payer un loyer ou il fallait même acheter certaines habitations qui ne répondaient même pas aux besoins de ces familles. Donc on a introduit aussi une société, disons, de consommation où on a créé vraiment des gens qui ont dû ouvrir un compte et qui ont dû s'enregistrer. Donc tout cela fait partie aussi du recensement, de l'identification et de la distribution, encore une fois, de la population dans un territoire bien défini. Vous avez évoqué là, à l'instant les bidonvilles. Alors, dans le livre, vous
vous expliquez que c'était des cibles essentielles en fait pour la contre-révolution coloniale en fait. Alors ma question c'est la suivante en fait, c'est d'une part en quoi c'était des cibles, pourquoi les bidonvilles précisément étaient dans le viseur de l'armée française. Est-ce que c'est lié au fait que y avait des combattants dans ces bidonvilles, ou est-ce que c'est aussi lié à l'architecture justement, ou à l'agencement des bidonvilles? Je pense que tout est un peu lié parce que, encore une fois, vu que ce que l'armée française appelait les ennemis et les amis ne pouvaient pas être vraiment identifiés, dans le sens tout le monde était suspect, et les gens qui vivaient dans les bidonvilles ne pouvaient pas être reconnus par l'armée française, dans le sens on ne savait pas vraiment combien de personnes vivaient dans ces bidonvilles, qui vivait dans ces bidonvilles, qui vivait avec qui. C'était très blurred, très flou pour l'armée française, pas pour qui vivait dans ces bidonvilles, bien sûr. Et bien entendu, l'organisation spatiale, la morphologie, le tissu urbain, le tissu de l'espace du bidonville est un tissu très organique, dans le sens où l'armée ne pouvait pas vraiment, disons, s'orienter, comprendre où passer, qui vivait où. C'était un peu comme à la Casbah d'Alger aussi. C'est un tissu très dense et où vraiment l'armée ne pouvait pas se retrouver. Donc pour ces raisons-là, il fallait encore une fois résorber. Il parlait de la résorption des bidonvilles, et là c'était vraiment une directive militaire et pas civile. Il y avait une directive opération bidonville, il y avait même une opération Casbah, où il fallait absolument détruire ces bidonvilles, redéplacer encore une fois cette population. Donc du bidonville, de temps à autre, il y avait des cités de recasement temporaire. Et puis, quand ces logements du plan de Constantine étaient prêts, ces populations étaient déplacées dans ces logements-là. Ce qui est très intéressant ici aussi, il y a un lien entre ce que l'armée française appelait les sections administratives urbaines, qui étaient très actives dans les bidonvilles, et les sections administratives rurales, spécialisées, les SAS, sections administratives spécialisées, qui étaient très actives dans les camps de regroupement. Donc, on avait les SAS, les SAS dans les camps de regroupement, et les SAU, sections administratives urbaines, dans les bidonvilles. Pour revenir de manière un peu générale, un peu globale sur le livre, ce qui est extrêmement pertinent, c'est que en fait, ça nous aide aussi à mieux comprendre d'un point de vue historique le projet colonial dans sa stratégie, dans sa réorganisation de l'espace. Ça nous aide aussi à avoir peut-être une autre perspective, que ce soit en tant qu'historien ou en tant que militant décoloniaux. Et justement, ma dernière question, la question vraiment pour conclure cette émission, eh bien, elle serait un peu d'élargir la perspective, puisque dans le champ décolonial, on discute souvent de l'héritage du colonialisme, qu'est-ce qui reste en fait du colonialisme. Et là, on a un exemple extrêmement matériel et extrêmement visible en fait, qui est la réorganisation de l'espace. Et donc ma question en fait, elle porte sur l'Algérie contemporaine. Est-ce que, ou plutôt en quel sens, ces stratégies spatiales de l'armée française ont pu laisser une trace qui, pour le coup, serait vraiment une continuité extrêmement visible avec la période coloniale? En fait, ce que j'ai aussi essayé de démontrer, c'est qu'après 1962, le plan de Constantine n'a pas arrêté du jour au lendemain, dans le sens où il y a eu vraiment une introduction ou une ouverture ou
création de plusieurs compagnies, de plusieurs projets, de programmes, de chantiers qui ont continué après 1962. Et c'est vrai que on parle souvent des archives, et pour moi, les bâtiments en eux-mêmes, ce sont des archives en plein air, dans le sens où si on arrive vraiment à lire l'histoire des villes, pas à travers les documents, mais à travers les bâtiments, là, on voit très bien qu'il y a vraiment des couches d'histoire qui sont très intéressantes aussi dans le paysage rural et urbain en Algérie, mais aussi dans plusieurs pays dans le monde. Ce qui est très frappant, c'est que, et là, je n'ai pas travaillé sérieusement sur cette question-là, mais ce que j'aimerais voir, écrire, ou j'espère que d'autres chercheurs vont le faire, parce que j'ai un autre projet en ce moment qui est toujours dans la période coloniale, parce que je n'ai pas fini, ce n'est qu'un petit début. C'est vraiment de comprendre après l'indépendance, donc après 1962, comment certains plans, certains, disons, projets ont continué à exister après l'indépendance, soit par les architectes et les techniciens, disons, français qui sont restés en Algérie, soit par les Algériens eux-mêmes, ou bien par d'autres réseaux de solidarité. Donc il y a eu vraiment, disons, un mouvement très intéressant après l'indépendance. Et ceux qui parlent, vous venez de dire, ce qui reste du colonialisme, je pense, ce qui reste du colonialisme, c'est pas seulement en Algérie, c'est aussi en France. Je pense que si on prend ces deux pays, mais si on prend l'Inde et l'Angleterre, c'est aussi, il y a des traces, il y a des présences extrêmement fortes, des présences dans les lois, par exemple. Je commence justement le livre avec la loi de 2005, qui est une loi qui a existé quand même, un mot qui a existé, le mot rôle positif. Il a existé pendant une année, donc c'est quand même pour moi trop longtemps. L'idée même d'avoir cette intention est quand même assez grave, parce que c'est une loi, ça veut dire qu'on peut criminaliser des chercheurs, mais même des civils, des gens qui y vivent, des réfugiés ou des citoyens ou des demandeurs d'asile, dans le sens que on voit très bien que le colonialisme, le fascisme et d'autres formes de violence extrême sont présents à travers les bâtiments, mais aussi à travers d'autres pratiques. Eh bien, merci beaucoup. On va conclure notre émission là-dessus. Donc, je vous rappelle le titre du livre, donc Architecture de la contre-révolution. Je vous rappelle aussi que je vous encourage en tout cas à partager cette émission dans vos réseaux, à la soutenir financièrement. On se retrouve donc pour une prochaine émission. À bientôt.